C'est vraiment un honneur pour moi d'être là, Nadia, et je te remercie beaucoup de m'avoir convié et de revoir tous les amis. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est relativement ancien, que vous connaissez bien aussi, parce que c'est un phénotype auquel vous êtes très souvent confrontés. Donc, j'ai toujours l'habitude de montrer cette diapo là à nos étudiants, et je m'en excuse. Mais pour moi, elle représente bien ce qu'on doit vraiment enseigner quand on est au cœur de la diabétologie. Est-ce qu'il s'agit d'une situation d'urgence, avec l'importance de l'hyperglycémie et l'existence de corps cétoniques? Est-ce qu'il y a une cause curable au diabète, ces endocrinopathies ou une pancréatopathie? Et troisièmement, finalement, s'agit-il d'une forme particulière de diabète qui va nécessiter un traitement hypoglycémie en particulier? Et je pense que ces trois questions sont au cœur de notre métier. Et nous verrons que finalement, ce diabète africain, eh bien, on répond à la question 1 et à la question 3. Alors voilà, donc je vais vous parler du diabète africain, parler aussi un peu du diabète différentiel, et puis je voudrais qu'on discute un peu la prise en charge. Bien sûr, il n'y a pas de vérité, chacun a ses habitudes. Je vous dirai ce que l'on fait, nous, à l'hôpital Lariboisière. Alors c'est un patient, Ernest, je l'ai déjà plusieurs fois présenté, mais je l'aime bien parce que je le suis toujours. Et c'est lui qui est un peu... j'ai eu la puce à l'oreille avec ce type de patient, surtout des patients africains, d'Afrique subsaharienne, qui étaient classifiés sur le dossier type 1. Ils revenaient du pays où ils avaient passé 2 ou 3 mois de vacances. Ils étaient à 13%, ils avaient arrêté l'insuline et ils n'étaient pas morts. Donc, je rayais le diagnostic diabète type 1. Donc, ce patient, c'est un Sénégalais qui est gardien de nuit. Sa femme l'a quitté, alors il buvait un petit peu à cette époque. Et vous voyez qu'il a eu finalement une bourrasque métabolique assez importante. S'est présenté aux urgences avec un syndrome polyurédipsique. Il avait maigri de plus de 5 kilos. Et vous voyez qu'il était franchement en acidocétose. Et là, les urgences ont fait leur travail. Ils ont débuté l'insuline, réhydraté, puis nous est adressé. Alors nous, on a fait notre travail aussi. On a regardé s'il y avait un facteur de précipitation qu'on n'a pas retrouvé. Et puis, finalement, on l'a laissé à l'insuline, on l'a éduqué, et il est sorti 9 jours plus tard de l'hôpital avec un schéma insulinique biphasique. À l'époque, ça se faisait beaucoup. On n'avait pas encore le schéma basal-bolus et puis une alimentation équilibrée. Vous voyez qu'un mois après la sortie de l'hôpital, c'est moi qui l'ai revu, il était très bien contrôlé avec des doses d'insuline raisonnables et puis il commençait à reprendre du poids. Et puis 3 mois après, vous voyez qu'il était toujours bien contrôlé. Comme il avait été extrêmement bien éduqué, il avait bien adapté ses doses d'insuline, qui étaient des doses homéopathiques. Et là, je prends la décision courageuse d'arrêter l'insuline et d'introduire de la metformine pour une raison, c'est qu'à l'époque, pour avoir le 100%, il fallait avoir un traitement hypoglycémiant. Ce patient il est régulièrement suivi dans le service. Vous voyez qu'en mars 2004, donc presque 10 ans après, il est toujours en rémission, 5,3%. Et puis après, il s'est mis un peu à grossir, 93 kilos. Et puis je le revois en consultation en 2016, j'ai plus ou moins perdu de vue. Il revenait d'un voyage au Sénégal, et vous voyez que là, il a de nouveau perdu du poids. Il était comme un fruit confit, avec une acétonémie franchement significative. Et là, je ne réfléchis pas. Je fais un iono qui montre qu'il avait une réserve alcaline qui était à 18. Je le mets sous schéma basal-bolus. Et puis, vous voyez que 3 mois après, eh bien, j'arrête de nouveau l'insuline parce qu'il est très bien contrôlé avec des petites doses. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en octobre 2020. Vous voyez qu'il avait 6,6% d'hémoglobine glyquée sous agoniste des récepteurs du GLP-1. Donc, je trouve que cette histoire, elle est assez démonstrative de ce que c'est que le diabète de l'Africain, entre guillemets, parce que je ne sais plus s'il faut l'appeler comme ça. Mais quand on regarde les classifications de l'American Diabetes Association, vous voyez que finalement, ce n'est pas un type 2, ce n'est pas un type 1, mais dans le type 1, c'est quand même un type 1 au début de la maladie. Et donc finalement, jusque-là, on classait ces patients diabète
de type 1 idiopathique ou diabète de type 1B selon la classification américaine. Mais l'OMS, elle a toujours fait le distinguo dans le diabète de type 1 idiopathique, non auto-immun, ceux qui étaient comme un diabète de type 1, avec une rémission relativement courte ou pas de rémission, qu'on était obligé de rester à l'insuline, et puis un phénotype qui était assez intéressant, où l'insuline, on était obligé de le prescrire ou de l'arrêter, et ce qu'ils avaient appelé finalement le diabète with phasic insulin dependence. Alors je vous rappelle quand même que pour faire une acidocétose diabétique, c'est assez simple, il faut 3 paramètres, il ne faut pas d'insuline ou très peu, il faut beaucoup d'hormones de la contre-régulation, surtout du glucagon, et puis il faut du substrat, ces acides gras qui proviennent de la lipolyse à cause de la diminution de l'insuline. Et quand il y a beaucoup d'acides gras libres qui arrivent au foie, à ce moment-là, la bêta-oxydation, le cycle de Krebs est dépassé et ça génère de l'acétyl-CoA et des corps cétoniques qui vont pouvoir être utilisés par certains organes, partie le muscle et surtout le cœur. On aura peut-être demain pour les inhibiteurs des SGLT2, parce que c'est probablement un mode d'action assez intéressant pour cette classe thérapeutique. Juste aussi pour vous rappeler que ce qui cause une acidocétose diabétique, finalement c'est n'importe quel type de diabète, quand il y a un facteur de précipitation, classiquement c'est l'infection, c'est un accident vasculaire, un événement vasculaire, des médicaments. Chef de file, c'est les corticoïdes. Bien sûr, le diabète de type 1 auto-immun, c'est un facteur de précipitation. Le diabète de type 1 idiopathique, avec finalement l'absence d'auto-immunité. Et très clairement, c'est ce que je vais vous montrer, il y a 2 phénotypes différents. Il y a le diabète de type 1B qu'il faut garder avec cette classification, et puis le diabète de type 2 cétoniurique, car en réalité, la majorité du diabète de l'Africain, c'est le diabète de type 2, c'est ce que je vais vous montrer. Un petit mot sur le diabète fulminant, parce que je vais quand même le citer, parce que c'est un diabète qui est relié à une certaine ethnie ou une origine géographique, et il faut connaître ce type de diabète. Jean-Michel nous en a parlé tout à l'heure avec le diabète secondaire à l'immunothérapie checkpoint, donc j'ai juste une diapositive, mais qui montre que là aussi la théorie virale est peut-être une théorie intéressante dans ce type de diabète, en tout cas au Japon. Les diabètes monogéniques, ça peut donner des diabètes de cétose sans facteur de précipitation, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a une circonstance où on peut avoir une acidocétose, c'est surtout pendant la puberté. Vous savez qu'il y a une augmentation, une diminution de la sensibilité à l'insuline, et là on peut avoir des décompensations cétosiques. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces diabètes sont pris pour un diabète de type 1, car ce sont des sujets jeunes. Et puis dans les diabètes pancréatiques, on peut avoir aussi une cétose, mais c'est relativement rare parce qu'on n'a pas de glucagon, donc la cétose tarde à venir. Un petit mot aussi pour vous rappeler qu'il y a des médicaments qui donnent très clairement des acidocétoses. C'est les corticoïdes. Vous savez que ça révèle plus un diabète que ça ne le crée. Mais un patient prédisposé à avoir un diabète, quel que soit le type, qui est sous corticoïdes, il peut parfaitement faire une acidocétose. Et je vous rappelle qu'il y a des récepteurs aux glucocorticoïdes sur la cellule bêta, et quand ils sont stimulés, ça sidère la sécrétion de l'insuline, et ça a été bien montré in vitro, mais également in vivo. L'immunothérapie checkpoint, j'ai mis là les inhibiteurs SGLT2, car chez le diabétique, les inhibiteurs SGLT2 sont pourvoyeurs d'acidocétose, avec la particularité que cette acidocétose se fait à glycémie relativement modeste. Alors quand on regarde finalement les séries d'acidocétose, c'est qui fait une acidocétose? Alors ça, ce sont les données du CDC qui sont assez actualisées. Grosso modo, quand on fait une acidocétose, eh bien dans un tiers des cas, c'est un type 1. Dans 2 tiers des cas, c'est un diabète de type 2. Vous voyez que tous les âges sont à peu près représentés, mais la majorité, c'est entre 19 et 44 ans. Il y a c'est assez bien équilibré entre les hommes et les femmes, mais vous voyez que c'est pour une
majorité, enfin limite majorité, c'est des non, ce qu'ils appellent des non-whites, mais dans le CDC, c'est essentiellement des Noirs américains ou des hispaniques. Alors, pour revenir un peu dans la littérature, juste pour vous rafraîchir un peu les idées, le premier qui a parlé du diabète de type 1B, c'est Maclaren, c'est l'équipe de Maclaren, on appelait ça à un moment donné le diabète de Maclaren, un Américain pédiatre qui s'est rendu compte que finalement il avait, je crois, sur une centaine de diabétiques classés type 1, il y en avait 10% qui n'avaient pas d'auto-anticorps, et ces 10% étaient quasi tous noirs américains, et ils étaient quasi tous obèses. Et puis après, il y a eu d'autres descriptions d'un diabète un peu particulier au gamma, avec une insulinodépendance qui arrivait, qui venait, qui repartait. Et puis ensuite, ce type de diabète qui a d'abord été décrit dans les populations de descendance africaine subsaharienne, eh bien, je dirais que toutes les populations ont décrit ce type de phénotype, au Japon, en Chine, même chez les Indiens Appalaches, et puis évidemment en Europe, en particulier en Espagne, en Italie et en France, chez des Européens non africains. Alors nous, on a finalement l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Lariboisière, on est au cœur de Barbès et de la Côte d'Or, avec une grosse communauté africaine, subsaharienne. Et en fait, je vous résume un peu tout ce qu'on a pu faire autour de ce type de diabète pour essayer de comprendre et voir ce que c'est. Donc c'est un diabète qui au début du diagnostic, c'est comme un type 1, à part que les gens sont un peu plus âgés, plutôt entre 20 et 40 ans. Mais il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas de stigmate d'auto-immunité. Les données assez récentes montrent que c'est à peu près 15% des diabètes en Afrique, ce type de phénotype. Et puis ensuite, l'évolution de ce type de diabète, eh bien, c'est un patient qui a les caractéristiques du diabète de type 2, vous voyez, mais un peu plus jeune. Le poids peut être normal ou en surpoids ou obèse. Et puis on retrouve très fréquemment une histoire familiale de diabète de type 2. La rémission, quand on commence l'insuline pour la décompensation cétosique, elle est assez fréquente. Je vais vous montrer un peu notre série. Elle peut durer 12 ans et elle peut être interrompue de ce qu'on appelle des rechutes. Donc finalement, il s'agit d'un phénotype clairement non 1 et non 2. Alors on a pu faire des analyses métaboliques, on s'y est intéressé pendant une quinzaine d'années. On avait la chance d'avoir à nos côtés Eugène Sobgoui, puis Siméon Chouken, et puis Eric Lonchi, qui a beaucoup travaillé. On a fait des clamps hyperglycémiques, euglycémiques, et quand ils étaient en rémission, et ce qu'on a retrouvé comme anomalie métabolique, ce sont les anomalies métaboliques habituellement retrouvées dans le diabète de type 2 classique, insulinorésistance, un défaut d'insulinosécrétion, une hyperglucagonémie peu freinable par le glucose oral ou le glucose intraveineux. Donc pour nous, on est plus dans un phénotype de diabète de type 2. Encore que, vous voyez, ça c'est notre première série qu'on a publiée à l'époque avec Franck Mauvais-Gervis. Et en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait deux phénotypes distincts. 75%, alors là, ils venaient de faire une acidocétose, on les a mis à l'insuline. Vous voyez qu'ils sont parfaitement similaires quand on regarde ceux qui vont pouvoir se mettre en rémission par rapport à ceux qui ne vont pas avoir de rémission vis-à-vis de la sécrétion de la dépendance à l'insuline. Et vous voyez que ce qui les distingue à la sortie de l'hôpital, c'est les besoins en insuline. Et je dirais que c'est le paramètre le plus important qui va prédire finalement la rémission chez le patient. Celui qui va faire une rémission
grosso modo, il a aux alentours de 0,4 unités kilo-jour d'insuline, quand vous avez commencé l'insuline, alors que celui qui ne va pas se mettre en rémission, eh bien, ses besoins en insuline sont finalement doubles. Alors, ce qu'on a montré aussi, alors je suis désolé, ce sont des données relativement anciennes, mais qui n'ont pas été, je dirais, tellement contrariées, c'est qu'à gauche, vous avez la probabilité de faire une rechute cétosique, une cétose simple ou une acidocétose. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'à 3 ans, à peu près entre 15 et 20%, on refait une rechute cétosique. Et à 10 ans, c'est quasiment 90%. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait une rechute cétosique que vous avez plus de chances d'être définitivement à l'insuline après. C'est la figure de droite. Alors, ce qu'on avait montré aussi avec Franck et Eugène, on s'était regardé, puisqu'on a pu les suivre en longitudinal, ce qui se passait avant une rechute. Et on a pu voir qu'avant une rechute, eh bien, vous voyez en bas, c'est l'hémoglobine glyquée, et en haut, c'est la prise de poids. Et vous voyez que ce qui précède la rechute, finalement, c'est une prise de poids. Et donc, c'est un élément, à mon avis, extrêmement important à dire aux patients quand ils ont fait une acidocétose inaugurale ou une rechute acidocétosique. Attention, c'est parce que vous avez pris du poids et vous pouvez le vérifier. Et donc, c'est extrêmement important que vous contrôliez votre poids. Alors là aussi, c'était un argument pour nous dire, en longitudinal, qu'en fait, il s'agissait d'un diabète de type 2. Je vous demande de regarder, alors en rond clair, c'est du diabète de type 2 classique. En triangle inversé noir, c'est un diabète de l'Africain qui s'est mis en rémission. Et vous voyez, quand vous faites une mesure de ces peptides stimulés en réponse au glucose ou à un repas, eh bien, vous voyez que l'évolution de l'insulinosécrétion est tout à fait similaire à ce qui se passe lors d'un diabète de type 2 classique. En bas, on avait une dizaine de patients qui avaient des anticorps, qui avaient vraiment un diabète de type 1, tous africains. Et entre les deux, c'est le diabète de type 1B, c'est-à-dire pas d'anticorps, mais on n'arrive pas à enlever l'insuline. Et vous voyez qu'ils évoluent, un peu, in fine, à avoir une insulinosécrétion qui va ressembler à ce qui se passe au cours du diabète de type 1. Alors, vous savez qu'en 2019, l'OMS a, je dirais, un peu refaçonné la classification du diabète. Et vous voyez qu'elle a sorti du type 1 ce qu'on appelait avant le LADA. Elle a classé le LADA dans le diabète hybride. Et elle a sorti du type 2 ou du type 1B le diabète de type 2 cétosique pour les classer dans le diabète hybride. Et je pense qu'elle a bien fait de le faire. Il s'agit d'un diabète hybride, non 1, non 2. Et puis, ce que je trouve très intéressant dans cette classification, c'est qu'il y a une nouvelle classification. Il y a les diabètes, on ne sait pas ce que c'est. Et il faut l'appeler comme ça, Unclassified Diabetes, parce que comme ça, vous reposez bien les 3 questions que je vous ai posées à l'introduction de cet exposé. Alors, pourquoi les diabètes les Africains et autres, pourquoi est-ce qu'ils font un diabète de l'Africain? Alors nous, ce qu'on s'est dit, c'est en fait un diabète de l'Africain, c'est un diabétique de type 2, comme je vous l'ai montré, mais qui ne supporte pas l'hyperglycémie modérée chronique. À un moment donné, il bascule. Donc ça veut dire peut-être que c'est un diabète qui est plus sensible à la glucotoxicité. Donc avec Eugène, on s'est dit peut-être que, comme en Afrique, il y a beaucoup de déficits en G6-PDH, peut-être que ça prédispose avec la G6-PDH, c'est ce qui va restaurer notre capacité de corriger le stress oxydant. C'est un enzyme du cycle pentose-phosphate qui va réaugmenter le NADPH de l'organisme. Et en fait, on sait que 20% des Africains ont un déficit. Vous savez, on appelle ça alphavisme. C'est intéressant de le dépister parce que ça contre-indique les sulfamides, ça leur colle des anémies hémolytiques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on retrouvait dans cette population de diabète de l'Africain 50% de déficitaires en G6PD, et on a trouvé un lien entre l'insulinosécrétion et l'activité G6PD. Donc, c'est peut-être un facteur
qui participent à la physiopathologie de ce type de diabète. Là, vous avez ici tous les efforts de généticiens qu'on a pu développer. Même Frogel a abandonné. On a trouvé des petits trucs un peu anecdotiques, mais enfin, ce n'est pas la génétique qui finalement expliquait la majorité des patients qu'on voyait. Alors Eugène, il a regardé un peu le HLA pour voir s'il y avait un HLA qui ressemblait au type 1 ou s'il y avait un HLA particulier. La réponse est non. Il n'y avait pas d'association chez les patients qui avaient fait une acidocétose à anticorps négatifs et le HLA. Donc ça, c'était réglé. Alors, à ce moment-là, on s'était posé la question, compte tenu du caractère brutal de la survenue, eh bien, est-ce que finalement, est-ce que ça peut être un virus à l'origine de ça? Et on s'est intéressé, vous voyez l'Afrique subsaharienne, il y a un virus qui est très prévalent, c'est un virus de l'herpès humain, c'est HHV8, c'est en Afrique équatoriale et Afrique subsaharienne, c'est l'équivalent de notre HHV1. 60% des adultes ont été infectés, c'est une transmission en général mère-enfant. Et on s'est dit, peut-être on va tester cette hypothèse, surtout qu'on avait remarqué, enfin surtout Eugène, qu'il y avait un lien entre l'incidence du diabète et le climat, c'est-à-dire les précipitations, la température, là au Cameroun, à Yaoundé. Alors on a testé cette hypothèse avec nos patients à l'hôpital Saint-Louis, à l'époque on était à Saint-Louis, et on a eu la bonne surprise de voir que quand on fait une bête sérologie HHV8 à nos patients, eh bien 90% qui ont le phénotype ont une sérologie positive, alors que les contrôles africains, on retrouve les 50% de positivité. Et puis les diabétiques de type 2 classiques, ils étaient plutôt moins infectés que les autres. Puis surtout, avec les urgentistes, on a pu mesurer, voir quand ils arrivaient en acidocétose s'il y avait du DNA circulant, HHV8, et on en a retrouvé chez la majorité des patients qui ont été testés alors qu'ils avaient une décompensation acidocétosique. Et enfin, le troisième argument, à l'époque, on commençait à lancer les greffes d'îlots de Langerhans, et Pierre Catan nous avait donné des îlots. Et ce que vous voyez à gauche, en rouge, c'est l'insuline, mais en vert, c'est des protéines virales. En fait, on avait infecté notre culture d'îlots avec du HHV8. On en avait beaucoup à l'époque parce que HHV8, en France, co-infectait le virus HIV. Et c'est ce qui donnait le Kaposi, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On en voit beaucoup moins maintenant. Alors, HHV8, ça a été confirmé dans d'autres populations. Là, c'est une population de Sardaigne. Vous voyez que, eh bien, on retrouve la présence dans 23% des cas. Alors là, ce n'était pas du diabète bien phénotypé, mais bon, il y a un lien. Et ça, c'est une autre équipe italienne qui a retrouvé, basée sur la sérologie HHV8, eh bien, chez les diabétiques de type 2, on retrouvait aussi une forte prévalence de HHV8. Alors là, il s'agissait de Caucasiens et pas d'Africains, d'Afrique subsaharienne. Alors on s'est demandé d'ailleurs si finalement chez nos patients, est-ce que HHV8 agissait directement sur la cellule bêta ou indirectement. C'est la raison pour laquelle on a mesuré le profil inflammatoire de ces patients. On a montré qu'il y avait un lien entre l'inflammation et HHV8. Chez les gens qui étaient infectés, il y avait un profil inflammatoire plus important. Et puis on a montré également que chez nos patients infectés, il y avait un défaut de l'insulinosécrétion qui était plus marqué. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose en termes, je dirais, de physiopathologie. Je trouve ça intéressant. Vous savez, ce qui est très à la mode pour le diabète de type 2, c'est les endotypes de diabète de type 2, comme c'est une maladie très, très hétérogène. Et là, c'est au Ghana, ils ont repris des diabétiques hospitalisés, nouvellement diagnostiqués, et ils ont essayé de faire ce qu'a fait Alquist en 2018, de faire une analyse de clustering sans a priori,
avec des critères simples. Ils ont éliminé très peu de diabète de type 1. Et vous voyez ici, on retrouve 8% de cétonique et on retrouve quand même 70% à peu près de patients très déficitaires en termes d'insulinosécrétion. Alors que chez Alquist, dans le Grand Nord, c'est 18% et la clusterisation d'Alquist en Allemagne, c'est à peu près 5%. Donc il se passe quand même quelque chose, ces patients-là, en Afrique, vis-à-vis de l'insulinosécrétion. Alors, il n'y a pas que le diabète de l'Africain, je vous mets juste quand même, on avait fait une imagerie chez notre patient Ernest, parce que comme il picolait un petit peu, pour voir s'il n'y avait pas de calcification pancréatique, mais là, c'est hors contexte. C'est un patient qui venait d'Afrique, plutôt de l'Est, et vous voyez, il est arrivé, il avait un peu mal au bide, il était très mince, et vous voyez que l'ASP, qui est plus facile à voir que le scanner, retrouver cette énorme calcification du corps. On retrouve des calcifications de la queue du pancréas et de la tête du pancréas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le diabète tropical ou la pancréatite fibrocalculeuse. Ça existe. J'en ai pas revu depuis, mais je pense que vous pouvez en avoir, vous qui avez aussi ici une communauté indienne assez importante. C'est un diabète qui demande beaucoup d'insuline, qui cétose peu, et qui est souvent associé à de la malnutrition. Alors, vous savez, c'est ce type de diabète, on en parlait, je ne sais plus avec qui j'en parlais hier, avant qu'on ait eu du vin à table. Le manioc, à un moment donné, le manioc a été incriminé pour expliquer ce type de diabète, et en particulier quand il était cru. Mais en réalité, c'est une hypothèse qui a été éliminée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gènes, parce que c'est souvent familial. On sait qu'il y a aussi des facteurs inflammatoires. Enfin, on ne connaît pas bien. Mais bon, c'est un diabète, là aussi, je dirais, géographique. Donc, il faut savoir. Et puis, je terminerai juste par le diabète fulminant, parce que ça, c'est l'Asie. Et que le diabète fulminant, c'est 20% des acidocétoses au Japon, à tel point qu'il y a des recommandations de la Société japonaise de diabétologie. Et ce que je trouve très intéressant dans ce type de diabète, d'abord il faut le connaître parce que, comme nous l'a expliqué ce matin Jean-Michel, c'est 1% des diabètes sévères secondaires à une immunothérapie de checkpoint. Ça tue parce que l'hémoglobine glyquée n'a pas le temps de monter. Il y a souvent du pancréas exocrine associé et ça donne un diabète assez instable parce qu'il y a le C-peptide. C'est la seule étiologie de diabète où le C-peptide est indétectable au diagnostic. Et puis, je voulais juste mentionner ce type de diabète parce que les Japonais ont retrouvé un lien avec un autre virus de l'herpès, le HHV6. Parce qu'au Japon, il n'y a pas de HHV8, il n'y a pas de HHV1, mais il y a du HHV6 qui donne un petit rash cutané. Et bien sûr, ils ont fait des biopsies, parce que vous savez que les Japonais, ils reculent devant rien, et ils montraient quand même que c'est plutôt un diabète de type 1 avec une infiltration lymphocytaire T au niveau des îlots, également au niveau du pancréas exocrine. Alors je vais terminer par la prise en charge. Alors au moment du diagnostic, nous on ne réfléchit pas. Il y a une cétose, pouf, c'est de l'insuline, mais sachez quand même que vous savez que ce diabète il a été appelé Flatbush diabetes parce que c'est Banerjee et Lebovitch, c'est diabétologues dans le Bronx. Il y a une avenue qui s'appelle l'avenue Flatbush. Ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup d'Africains, d'Afrique subsaharienne, qui étaient là, enfin de descendance. Et eux, ils ne s'embêtaient pas, ils mettaient des sulfamides plein pot, et ils disaient que ça marchait. S'il y a une hyperglycémie sévère, cétonurie, bon traitement. Après, la question posée, c'est d'abord, est-ce qu'ils sortent de l'hôpital, est-ce qu'il faut qu'ils sortent de l'hôpital avec l'insuline ou pas? Nous, personnellement, on préfère qu'ils sortent avec l'insuline pour qu'ils soient autonomes avec l'insuline, et on préfère arrêter l'insuline 2 mois après, parce que souvent, c'est des patients, comme je vous l'ai montré, qui nécessitent encore une insulinothérapie. Donc pour qu'ils se familiarisent, ce n'est pas qu'on est salaud, c'est qu'ils sortent avec l'insuline et on les revoit 1 et 3 mois après, comme nous avons revu Ernest. Alors quel type de traitement? Ça n'a pas été documenté. Qu'est-ce qui vaut mieux?
Ce qui a été documenté, c'est les sulfamides. Ça a diminué le nombre de rechutes, mais les sulfamides, c'était juste 5 ou 6 patients. C'est un papier dans Diabétès qui date de 20 ans. Là, c'est un papier un peu plus récent. Et vous voyez ce qu'ils ont, c'est randomisé, metformine, sitagliptine, placebo. Et très clairement, quand on ne fait rien, il y a plus de rechutes. La metformine et la sitagliptine, ça donne à peu près, mais vous voyez c'est pas crétin de donner de la metformine quand on sèvre ses patients d'insuline. Nous, pour les sevrer, hein, la règle est très simple. Hein. Moins de 6,5% d'hémoglobine glyquée et moins de 0,3 unités kilo-jour d'insuline. On ne réfléchit pas, on arrête l'insuline et on switch vers la metformine. Et s'ils sont un peu gros, eh bien, on leur donne maintenant un agoniste des récepteurs du GLP-1. Ça, c'est pour montrer que finalement, ceux qui rechutaient eh bien, avaient un index de disposition qui n'est pas aussi bien restauré par rapport à ceux qui ne font pas de rechute cétosique. Alors, est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires particuliers quand on est en face de ce type de patient? Alors, bien sûr, il faut faire notre travail, il faut rechercher un facteur de décompensation, mais par définition, on ne le retrouve pas. Est-ce qu'il faut faire des explorations à visée diagnostique? Je pense qu'il faut avoir l'imagerie pancréatique facile, surtout si vous avez des signes de fonction exocrine perturbée. Bien sûr, je pense que les anticorps, ça sera ma conclusion. Hein. Les anticorps, il faut savoir les faire parce que à cet âge-là, vous savez que les anticorps, ça prédit l'insulinothérapie très très rapidement. Est-ce qu'il faut faire un C-peptide ou un C-peptide stimulé? Nous, on le fait parce qu'on a pu montrer que ça avait un bon critère pronostic, c'était un bon critère pronostic de rémission. Puis, bien sûr, il faut faire le bilan du retentissement de diabète. Ça, c'est une petite anecdote. Un jour, on s'est fait couillonner, entre guillemets. On ne comprenait pas ce qui se passait. C'est une patiente qui était visiblement en hypoglycémie, alors qu'elle avait encore 5 grammes de glycémie et 5 millimoles d'acétonémie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle prenait des crèmes pour blanchir la peau. Et ces crèmes blanchissantes, il y a l'hydroquinone, qui est un oxydant très puissant et qui vont perturber tous vos appareils d'analyse capillaire. Donc c'est un piège classique qu'il faut connaître. Et puis voilà, ça c'est notre première étude qui montrait finalement l'intérêt du C-peptide. Mais en fait, je vous dis, quand on regarde les besoins en insuline, après le premier épisode, on va voir. Alors, prise en charge, je dirais, il faut y avoir une éducation spécifique. Comme je vous le disais, attention, il faut bien les prévenir qu'ils vont se mettre en rémission parce qu'il faut prévenir l'hypoglycémie. Vous savez que nous, certaines communautés à Barbès, ils aiment bien encore voir les guérisseurs. Et alors, quand ils se mettent en rémission, c'est juste après avoir vu le guérisseur et ça nous discrédite un petit peu, donc on les prévient un peu. Les plats communs, bien sûr, nos diététiciennes essayent de leur dire, voilà, il faut faire gaffe avec les plats. Donc, plats communs, bon. Et puis, vous savez qu'il y a certaines communautés qui valorisent la surcharge pondérale et donc ça se... Voilà. Puis, bien sûr, c'est des patients qu'il faut suivre parce qu'ils peuvent faire des rechutes un peu n'importe quand. Voilà, donc le diabète de type africain ressemble au type 1 au diagnostic, puis au type 2. Bon, ça, vous le saviez déjà. Il est fréquent en Afrique subsaharienne et chez les Africains ayant migré. C'est comme ça qu'on a pu avoir une population aussi importante au nord de Paris. C'est une sidération transitoire de l'insulinosécrétion et il présente les anomalies du type 2. L'acidocétose inaugurale ne prédit pas l'insulinodépendance au long cours. Il y a 2 profils évolutifs distincts. Je pense vraiment... Il y a le diabète qu'on appelle le diabète de l'Africain, c'est le diabète de type 2 cétonurique, mais il faut garder, à mon avis, en esprit qu'il y a encore le diabète de type 1B, c'est 25% des individus. Et puis le rôle de l'environnement, le stress, parce qu'on le voit dans les situations, dans les populations migrantes. Est-ce que les virus, bon, tout ça c'est une question encore un peu en suspens. Et si on va avoir une vision globale de la diabétologie, où est-ce que je pense ? Quand vous avez un diabète non 1, non 2, donc ça veut dire que ce n'est pas un diabète de type 1 typique. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on fait les anticorps. Et si c'est un patient qui a plus de 10 ans d'évolution de diabète,
on fait en même temps le C-peptide. Parce que si vous avez des anticorps négatifs et que le C-peptide est négatif, vous n'avez plus d'antigènes, vous ne pouvez pas éliminer un diabète auto-immun. Et si vos anticorps sont positifs, ça règle le problème. Et si c'est négatif, eh bien, à ce moment-là, c'est là où on est un peu au cœur de notre métier, essayer de démêler, est-ce que ce n'est pas une forme particulière de diabète? Parce que le traitement hypoglycémiant va en dépendre. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. Et puis, je voulais remercier Eugène, qui a été vraiment moteur dans cet axe de recherche que nous avons pu prendre. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que pour nous qui travaillons aux Antilles ou aux Guyanes, on est quand même très souvent confrontés à ces situations-là. Et une question qu'on s'est posée notamment à Bicêtre, c'est l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2 chez ces patients. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu des débats. Je pense que c'est... Alors, SGLT2, hein, c'est... voilà, il y a le risque d'acidocétose, peut-être pas le bon moment quand ils font l'acidocétose de leur filer des inhibiteurs SGLT2. Je pense que c'est pas la peine de l'évoquer pour le moment quand le diabète n'est pas compliqué, surtout parce que ça répond bien aux autres, la sitagliptine, la metformine, quand ils sont en rémission. Mais bon, si l'introduction d'un inhibiteur SGLT2 est indispensable parce qu'il y a une insuffisance cardiaque, etc., moi je reconsidérerais le problème, hein, évidemment. Mais au stade précoce, je pense que c'est pas utile. Tu vas pas m'embêter. Hein. Du tout, Jean-François. Non, c'était pour dire que c'est une belle histoire que j'aime toujours t'entendre raconter, que tu enrichis à chaque fois. C'est vraiment une belle histoire. Il y a quelque chose qui m'est venu quand même à l'idée, et je ne me souviens pas en avoir parlé avec toi. C'est-à-dire que moi, en fait, depuis que je suis à Corbeil, j'en vois aussi beaucoup, un peu à Besançon, mais moins. Mais ce sont toujours des hommes. Et tu en as parlé de ça ou? Oui, alors non, je n'ai pas parlé, mais c'est pour ça qu'on s'est orienté vers G6PD. Parce que G6PD, c'est sur le chromosome X. Et alors pourquoi c'est toujours des hommes? Alors peut-être qu'il y a un problème d'accès aux soins, peut-être que c'est eux qui vont voir le docteur alors qu'ils laissent leur femme à la... Je ne sais rien. Mais c'est vrai que c'est 75% des hommes, 25% des femmes. Mais il faut dire aussi que les femmes, elles sont souvent... les femmes qu'on a eues, elles ont un diabète gestationnel. Peut-être que le fait qu'on les prenne par le biais du diabète gestationnel, fait qu'elles font pas, elles sont suivies, qu'elles font pas. J'en sais rien, mais voilà, c'est vrai que c'est étonnant. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une, c'est quelque chose aussi que quand j'ai observé, je me souviens que Gérard Réac parlait de ça aussi, c'est que ces patients-là, quand tu les interroges, alors il y a la prise de poids, avant quand ils récidivent, ou quand tu les vois la première fois à la découverte, donc il y a la prise de poids pour la récidive. Et puis la première fois, il y a une polyuropolydipsie qui est importante. Et en général, on est frappé par la quantité de soda que boivent ces patients, beaucoup plus que des patients caucasiens habituellement. Est-ce que là aussi, ça peut avoir un... Oui, alors on l'a documenté, ça. C'est-à-dire que c'est vrai que par tradition, et pour des raisons d'ailleurs sanitaires, hein, quand on a soif en Afrique... on ouvre le Fanta, on ne boit pas l'eau du robinet. Donc et c'est vrai qu'on a l'expérience d'acidocétose osmolaire, avec 50 millimoles ou 60 millimoles de glycémie. Tu les mets dans un lit avec une carafe de l'assistance publique, et tu vois la glycémie tomber toute seule. Donc je pense que ces sodas qui compensent le syndrome polyuropolydipsique, ça participe à la bascule de sidération de la cellule bêta. Très certainement, oui. En fait, les patients qui ont le diabète de type africain, donc après la phase d'insulinothérapie, puis les ADO comme la metformine, est-ce qu'ils peuvent être complètement sevrés de tout traitement? Alors, c'est ce que je vous ai montré là, la seule étude vraiment bien faite, randomisée, qui date de 2016, hein, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, montre que si on les laisse sans traitement, alors qu'ils étaient vraiment en rémission, c'est-à-dire à moins de 6%, ils font plus de rechutes. Donc je pense qu'on a intérêt à leur donner un petit quelque chose. On est off limits. On remercie encore énormément tous les intervenants de cette session. C'était particulièrement remarquable. C'est super.